Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors, dans notre dernière vidéo, nous avons vu la naissance de la Troisième République. On a vu que ça a mis une décennie pour s'installer et que pour mettre fin aux changements de régime qui ont eu lieu au cours du XIXe siècle, il était nécessaire d'établir la République sur le long terme et dans les esprits. Mais, malheureusement, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, il existe toujours des oppositions et des contradictions au sein de la République. On a toujours des royalistes et des anarchistes qui vont essayer de perturber tout ceci. Et dans les mentalités, il y a toujours des crises. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir d'abord les oppositions au régime qui ont eu lieu au cours des années 1880 et 1890. Deuxièmement, on va voir le développement d'une crise de régime au cours des années 1900, à savoir l'affaire Dreyfus, une affaire judiciaire suite à des propos antisémites et, et à la menace de la guerre qui existe toujours. Et on va terminer avec le consensus. Donc, commençons par les oppositions au régime républicain. Donc, à la fin des années 1870, le régime républicain est installé, mais les monarchistes continuent d'exister, ainsi que des patriotes qui ne, qui n'acceptent pas le système parlementaire tel qu'il existait à ce moment-là. On a vu que après l'abandon du droit de dissolution par le président de la République, le véritable pouvoir est détenu par le Parlement et par le gouvernement issu de la majorité parlementaire. Et on a donc une vague d'antiparlementarisme défendue par les patriotes qui constituent en quelque sorte l'extrême droite et les monarchistes qui sont de plus en plus isolés suite à leur division. Et tous ces mouvements vont se retrouver dans ce qu'on appelle le boulangisme. Boulangisme en référence au général Boulanger, apparaissant comme l'homme fort. Donc, donc en 1885, un mouvement de révolte mené par le général Boulanger a lieu et se répand un peu partout en France. Et le général Boulanger mène les troupes contre le Parlement. Mais il ne va pas beaucoup plus loin. Antiparlementaire certes, mais fidèle au pays. Et au moment où le général Boulanger refuse de prendre le pouvoir au détriment du Parlement, le mouvement s'essouffle et s'arrête. À la suite, le général Boulanger se décide à se suicider. Il y a d'autres cas d'opposition au régime parce que dans certaines situations, des parlementaires et d'autres responsables politiques sont impliqués dans des scandales. Par exemple, celui du canal de Panama en 1892. Une affaire de corruption pour financer la construction de ce fameux canal au cœur de l'Amérique centrale. Une corruption menée par cette fameuse compagnie. Et suite à cette succession de scandales, il y a de nombreuses critiques qui se développent. On a également le cas d'un scandale de, scandale de médailles autour du président Jules Grévy, successeur de McMahon, si on se rappelle. C'est ce qui a conduit le président Grévy à démissionner au cours de son deuxième mandat. Mais il y a aussi des attentats anarchistes. Les anarchistes, ce sont ceux qui revendiquent la liberté absolue dans tous les domaines
opposition à l'État et à la propriété. Selon la formule des anarchistes, la propriété, c'est du vol. On a par exemple d'attentats anarchistes, un attentat à la bombe à la Chambre des députés, la Chambre basse, en 1893. Et l'année suivante, le président Sadi Carnot, successeur de Jules Grévy, a été assassiné par un anarchiste italien. Suite à cette succession d'attentats, la Chambre des députés adopte de nouvelles lois dites scélérates qui autorisent les condamnations expéditives, ce qui accentue les oppositions. Et au final, on va se retrouver avec une nouvelle affaire qui va exacerber les oppositions entre les républicains et les autres. À chaque époque, on retrouve une crise particulière dans laquelle les populations sont exacerbées dans leur division. Cette fameuse affaire, l'affaire Dreyfus, va éveiller les tensions et tout ce qui s'apporte à l'antisémitisme, au patriotisme et au nationalisme qui creuse les écarts. Un peu comme on peut retrouver sur d'autres sujets avec la crise des Gilets jaunes au cours de ces dernières années. Cette affaire Dreyfus, c'est une affaire d'espionnage. On accuse le capitaine Alfred Dreyfus, un jeune capitaine alsacien, d'avoir espionné et récupéré des documents confidentiels de l'armée française au profit de l'Allemagne. Ce qui est faux, formellement. On a le recul pour cela. Mais à cause de ça, il a été jugé en cour martiale et condamné. Il est dégradé et envoyé au bagne sur l'île du Diable, en Guyane. On est en 1894. Suite à cette affaire-là, on avait décidé formellement que cette affaire était close, qu'on avait un coupable et qu'on ne devait pas revenir dessus, selon la volonté de l'armée. En 1898, toutefois, cette affaire va devenir une affaire d'État, parce qu'avec d'autres recherches, beaucoup plus poussées avec un autre officier, on a découvert un autre nom, le commandant Esterhazy. Donc, on s'aperçoit qu'on a un énorme problème entre un coupable désigné et le vrai coupable de de cette affaire. Cela va provoquer des tensions énormes. On a les Dreyfusards, ceux qui défendent le capitaine Dreyfus, qui sont pour la plupart des républicains les plus convaincus. D'autres, les anti-Dreyfusards, qui soutiennent l'armée, qui considèrent que tout ce qui est dit par l'armée est parole d'évangile, du patriotisme, de l'antisémitisme qui se répand. Antisémitisme, c'est de l'hostilité, voire de la haine vis-à-vis des Juifs, pour des raisons fondées ou imaginaires. Et en conséquence, ces oppositions vont se ressentir même au niveau de la parole publique à travers les journaux. On a par exemple Émile Zola et Georges Clemenceau, anciens députés, qui sont des Dreyfusards convaincus et qui diffusent à travers le journal présidé par Clemenceau, l'Aurore, un article violent
avec de nombreux propos accusatoires vis-à-vis des institutions et notamment de l'armée. Le fameux titre pris par Clémenceau pour l'article d'Émile Zola, le fameux J'accuse. C'est ce qui conduit Émile Zola à être jugé en plein procès, dans un procès civil, et c'est lui qui va être jugé pour avoir attaqué directement les institutions et avoir défendu quelqu'un déjà condamné. Antipatriote, tout ce que l'on veut, donc Émile Zola a été obligé de partir en exil. Et cette opposition qui est alimentée va finir par aboutir à sa mort par asphyxie. Mais ça, c'est une autre histoire. On a bien sûr Jean Jaurès parmi les antidreyfusards. Et parmi les antidreyfusards, on a également des catholiques et des nationalistes. Sous la pression, on a été obligé de rejuger le capitaine Dreyfus. On a été obligé de casser le premier procès et le renvoyer dans une deuxième cour martiale. Là, une certaine hypocrisie. On reconnaît toujours Dreyfus comme coupable parce que l'armée refuse de se dédire. Mais on lui reconnaît des circonstances atténuantes. Donc, il est toujours condamné à de la prison. Mais dans une prison française. Il ne sera réhabilité que 7 ans plus tard par Émile Loubet. Et on lui restitue ses grades et il est élevé au rang de commandant. Malgré ses divisions et ses contradictions, la République continue de s'enraciner et de s'installer. Avec les réformes déjà effectuées dans les années 1880 et 1890, c'est déjà présent dans les esprits, mais on va aller beaucoup plus loin à partir de 1899 parce que la majorité évolue. Jusque-là, on avait des républicains modérés. Maintenant, on va vers les républicains radicaux, avec parmi eux Georges Clémenceau, qui, après le fameux scandale de Panama dans lequel il a été indirectement impliqué, il ne siège plus à la Chambre des députés. Il siégera plus tard au Sénat. Petit point de référence. Donc, avec cette nouvelle majorité, avec les républicains radicaux majoritaires parmi les républicains, de nouvelles lois apparaissent. En 1901, on a la fameuse loi sur les associations qui permet maintenant à toute forme d'association politique, associative ou autre de se développer. C'est grâce à cela notamment que les partis politiques tels qu'ils existent encore aujourd'hui peuvent fonctionner. Et le premier parti à proprement parler tel qu'on le conçoit aujourd'hui a été fondé à cette époque-là, en 1901. C'est le fameux Parti radical, le plus ancien parti de France, qui depuis s'est renouvelé, modifié, reconstitué sous toute forme possible. Les radicaux soutiennent les classes moyennes. Les républicains modérés, c'était beaucoup plus les grands bourgeois. Les royalistes, on l'a vu, ce sont plutôt les aristocrates. Les socialistes, qui se sont reconstitués au fil du temps jusqu'à fonder en 1905 leur fameux parti, Section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. Donc, ces socialistes défendent les ouvriers et les classes populaires.
Donc, c'est grâce à cela que l'on a une répartition des partis selon les classes sociales. Les socialistes soutiennent les classes populaires et les plus pauvres, d'où la politique sociale voulue par tout le monde. La fameuse réduction du temps de travail, par exemple, et une plus grande égalité de salaire. Bon, cette division entre les républicains radicaux et les socialistes, on verra cela dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Dès 1902, une politique dite anticléricale se développe. Anticléricale dans le sens où il s'agit d'exclure l'Église de l'espace public et étatique. On a une forte répression des congrégations religieuses qui perdent leur liberté d'enseigner. L'enseignement privé va perdre de l'importance vis-à-vis des classes publiques laïques obligatoires. On a une rupture diplomatique avec le pape. Et en décembre 1905, dans ce cadre très violent entre les ecclésiastiques et les anticléricaux, on aboutit à la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Je dis bien des églises et de l'État. On avait l'impression à cette époque que c'était pour exclure l'Église catholique de l'État, mais ce n'est pas uniquement l'Église catholique. On a également les protestants, les juifs, les orthodoxes, qui étaient déjà très présents dans la société française. Il s'agissait de faire en sorte que aucune église n'exerce la moindre influence sur la politique de l'État et que l'État ne subventionne aucune église officiellement. Et au final, on a une autre position qui essaye de perturber la politique de la République d'alors, à savoir les revendications socialistes, ouvrières et les féministes. Dans les années 1900, on traverse la période des suffragettes, les femmes qui revendiquent le droit de vote. En France, le droit de vote accordé aux femmes est refusé jusqu'en 1946. On verra ça dans le programme de terminale, si vous êtes d'accord. Donc, dans tous les cas, avec la méthode suivie, on aboutit à une consolidation de la République et à un renforcement de la position de la République vis-à-vis de la population. Même si les institutions ne sont pas forcément stables et que les fonctionnaires ne sont pas forcément formés pour soutenir corps et âme la République. Ces revendications socialistes, on va pouvoir les voir dans notre prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour vous parler des mutations sociales et industrielles au cours de la première partie de la Troisième République. D'ici là, bonne révision et à très bientôt.